Chers téléspectateurs de Wafrica TV, chers Africains, chers confrères, chers amis, nous lisons et nous écrivons dans des livres d'histoire que le destin de l'Afrique s'était joué en 1884 sans que nous soyons loin de l'Afrique et sans les Africains. Et avec le sommet de l'OTAN ces derniers jours et avec le conflit qui se déroule en Ukraine, nous avons vu des paroles, des propos des présidents, des ministres des Affaires étrangères qui, quelquefois, ont été quand même sans mesure par rapport à notre continent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu en discuter avec le professeur Chanda. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci infiniment de venir partager avec nos téléspectateurs les soucis, l'avenir de l'Afrique. Prof, hier, au sommet de l'OTAN, le ministre des Affaires étrangères espagnol dit qu'il n'exclut pas la possibilité d'une intervention de l'OTAN au Mali. Qu'est-ce que ce propos vous suggère? Écoutez, je crois que au-delà de la gravité de cette déclaration, que je ne peux pas juger malheureuse, hein, c'est une déclaration heureuse, parce que ça nous appelle simplement à une prise de conscience massive et collective de la réalité du monde, qui n'est pas encore dégagée des turpitudes racistes, des ambitions coloniales et des méthodes impérialistes qui, en réalité, ne sont pas loin de ce que nous avons vu dans les films. Quand on parle de corsaires, quand on parle d'explorateurs, quand on parle de génocide des indigènes. Mais je m'en voudrais si des intelligences africaines se montraient surprises par ces propos. Vous savez, le mal n'est jamais très loin. D'ailleurs, il n'existe pas, même dans la médecine, même les AVC, même les attaques cardiaques, ont des signes précurseurs. Il y a toujours quelque chose qui vous annonce que ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas, ou même dans vos rapports, même dans les rapports conjugaux, dans les rapports d'affaires. Il suffit d'être un peu attentif, on peut anticiper sur le comportement de l'autre partie, de vos ennemis d'ailleurs. Nous sommes, je dirais pas à l'aboutissement, nous sommes dans la suite logique d'un certain nombre d'actions et d'interactions qui, depuis 12 mois, constituent ou devraient constituer pour les Africains un signal extrêmement inquiétant. Un signal inquiétant en ce que, peut-être, le monde tel qu'il le voyait, ou tel qu'il le voit, mais d'ailleurs encore, a changé. Un autre signal, mais positif, parce qu'en réalité, ils doivent se dire, on en a une occasion de nous ressaisir, de nous redéfinir et de comprendre exactement qui nous sommes pour les autres, comment ils pensent de nous, ce qu'ils veulent faire de nous. Si vous prenez les grandes articulations de la politique internationale en rapport avec l'Afrique des 12 derniers mois, vous vous rendez compte qu'en réalité, tout tourne autour du Mali et de la Centrafrique. Mais avant ça, n'oubliez pas l'Éthiopie. Je crois que dans la guerre qui s'est jouée en Éthiopie, et je veux féliciter un peu l'Égypte, parce que l'Égypte n'a pas accepté d'être manipulée au dernier moment avec l'histoire de barrage, dont en réalité les implications pour le Soudan et l'Égypte n'étaient pas ce qu'on en disait. Les pays occidentaux voulaient en profiter pour saper un pays comme l'Égypte, comme l'Éthiopie,
qui est un symbole extrêmement fort, un pays qui n'a jamais été colonisé, et un pays de 100 millions d'habitants qui a réussi une relative stabilité, qui a réussi un relatif équilibre économique, passant d'un pays où la famine a sévi dans les années 70 à un pays aujourd'hui extrêmement prospère, tout en étant par ailleurs la capitale diplomatique du continent. Donc il y a eu avant ça l'Éthiopie. C'est important, il faut savoir planter le décor. Et de la Centrafrique et du Mali, vous connaissez très bien les enjeux. C'est la remise en cause de l'expansion néocoloniale et des grands projets impérialistes. Et alors, quand le Mali décide de mettre un peu fin dans les formes et les méthodes que nous avons vues, personne ne soutient la prise de pouvoir par les armes. Mais l'histoire de Sankara, de Rawlings, ainsi de suite, sont assez instructifs de ce qu'en réalité, dans certains contextes, on doit relativiser ses propos, ses analyses. De Gaulle était un militaire, on oublie souvent ça, il ne faut pas oublier, Staline était un militaire, Roosevelt était militaire. Préciser qu'ils sont des références par rapport à ces nations grandes. Exactement. Donc, dès que le Mali envoie ce signal, qui est un signal fort, d'abord, le premier point, c'est de dire on s'en fout de vous. D'abord, on ne partira pas de votre pays comme vous le pensez et quand vous le voulez. Nous en partirons quand bon nous semblera, quand on aura fini d'organiser certaines choses et d'organiser nos arrières. Ensuite, il y a ces survols du territoire malien sans autorisation. Et jusqu'à ce que, en réalité, la Russie dise eh bien, nous allons donner au Mali les moyens de contrôler son espace aérien. Et puis ça s'est arrêté. Il n'en demeure pas moins qui se sont déployés à côté, parce qu'en réalité, il faut savoir que dans tout ce qu'on peut vous faire, et de mal et parfois même de criminels, il y a un membre de la famille, il y a un voisin, il y a... Donc, il y a eu simplement besoin de se redéployer à côté, n'est-ce pas, chez le voisin nigérien, hein, où on a transféré toutes les bases d'opération de l'OTAN. Ensuite, j'attire votre attention sur le fait que le Congrès américain se lève un matin et décide dans quel genre de plat les Africains vont manger, à qui est-ce que les Africains vont dire bonjour, comment ils doivent organiser leurs relations diplomatiques, et peut-être même d'ailleurs à quelle heure ils doivent manger. Toute une loi américaine a été, je ne dirais pas votée, décidée. Ne vous y trompez pas, hein, le système démocratique tel que l'Occident le raconte n'existe pas en réalité. Les pires dictatures sont les pays occidentaux. Je ne vais pas vous rappeler certains événements importants tels que la crise des subprimes aux États-Unis, où on a vu qu'en réalité le fameux libéralisme était une chimère. Obama était au pouvoir et en quelques jours on a réquisitionné tous les fonds de toutes les banques pour préserver l'équilibre général de l'économie américaine. Liberté d'entreprise au diable. De même que, prétextant de la guerre en Ukraine, vous savez ce qu'on a fait. On a confisqué les avoirs, les dépôts des gens à l'étranger, et vous avez vu la même chose se répéter au Mali, où on a non simplement bloqué les comptes de l'État malien, mais bloqué les comptes des entreprises d'État. C'est très important. C'est extrêmement grave, tous ces signes-là. Alors, j'ai simplement peur que nous n'ayons pas toute la mesure de la situation aujourd'hui. Je préfère parler avec beaucoup de calme parce que, vous savez, c'est dans la plus forte des colères qu'il faut avoir la plus grande maîtrise. Et parce que si vous vous désorganisez dans la colère à cause des actes ou des propos d'un individu, du coup, vous sapez votre capacité
à concevoir et à développer des réponses appropriées. Je pense qu'il faut qu'on reste assez froid. Mais il faut qu'on prenne conscience. Je suis embêté que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu la voix de l'Union africaine, dont le président Macky Sall aurait dû parler. Oui. C'est quand même assez grave. Beaucoup d'autres pays africains auraient dû se prononcer. Comme on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il faut ajouter dans les éléments précurseurs et annonciateurs que j'ai évoqués tantôt, cette curieuse réunion entre l'OTAN et l'Union africaine où on dit c'est pour des bricoles climatiques, des choses comme ça. Il a fallu attendre ce moment précis pour qu'on nous parle d'un accord ou d'arrangement entre l'OTAN et l'Afrique. D'abord, l'OTAN n'est pas une organisation internationale. Ce n'est pas une organisation internationale. C'est une association, je regrette, de criminels. C'est une entente entre, je dirais même pas des États, entre des groupes de pression militaro-industriels dont l'objectif est de dominer le monde et de planter le décor, n'est-ce pas, de leurs ambitions un peu partout. On l'a vu en Yougoslavie, on l'a vu en Irak, on l'a vu, c'est encore l'OTAN au Yémen. On peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne prend jamais de mandat des Nations Unies pour réagir. Oui, mais pour revenir au propos liminaire, n'est-ce pas, de notre entretien, personnellement, je pense qu'au-delà des écrits, je sais que l'ambassadeur de l'Espagne au Mali a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de Bamako, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas une affaire du Mali, c'est une affaire de l'Afrique. C'est le retour aux pires formes de la barbarie coloniale et impérialiste. Je crois que les Africains, dans tous les pays du monde où ils se trouvent, devraient aller manifester devant l'ambassade d'Espagne. Ça me paraît fondamental. Oui. Et envoyer des pétitions aux Nations Unies pour ce qu'il en reste des Nations Unies. C'est absolument important. Parce que les propos de l'ambassadeur d'Espagne sont pas simplement graves. J'ai dit tout à l'heure que l'occasion était heureuse. Parce que nous réalisons en réalité qu'on n'a pas dépassé le stage de singe dans leur tête. C'est pas que nous en faisons un complexe, non. L'Afrique n'est plus celle de 1960, n'est-ce pas? L'Afrique aujourd'hui a des élites importantes. Nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables d'appréhender avec énormément d'outils scientifiques et de compétences un certain nombre de préoccupations planétaires. Mais ce qui nous manque fondamentalement, c'est la rigueur dans la prise en considération des rapports de force et la promotion et la valorisation de notre identité. Il existe une identité africaine, que personne ne se trompe. Et elle est la symbiose d'une globalité de l'être humain africain. D'abord parce que le reste du monde nous projette ses ambitions et sa considération qu'elle a pour nous de manière unitaire. Non, il faut projeter une identité unitaire. Et c'est pour cela que je crois que pour être assez à l'aise pour convoquer ici les écrits de Mongo Betty, d'Achille Bembe, de Wole Sonika, d'Amadou Kourouma, de Cheikh Anta Diop, ainsi de suite. Et même il faut aller plus loin, les Dubois aux États-Unis, Malcolm X, avec l'idéologie du retour vers l'Afrique. Mais si nous ne faisons rien, je crois que nous allons vers des situations extrêmement beaucoup plus compliquées. L'Occident est en train de replonger le monde vers une nouvelle phase de contestation de l'identité des autres peuples.
de contestation de leur identité, d'abord sur le plan anthropologique. On remet à la table les idées de Lévi-Bruhl, qui parlent de peuples avec des mentalités prélogiques. C'est à la limite qu'on n'est pas des êtres humains. L'Occident remet sur la table et en cause notre constitution en tant que nation. Vous savez déjà, dans la théorie générale du droit constitutionnel et des institutions politiques, l'Occident a prétendu que c'est l'État qui a créé la nation chez nous. En fait, un peu comme on a vu dans l'affaire du Sahara occidental, les prétentions de quelques partis, à tel point que la question qui a été posée à la Cour, c'était est-ce qu'au moment de la colonisation, de l'arrivée des Espagnols, est-ce que les peuples qu'on a trouvés là-bas avaient une organisation sociale et une autorité d'encadrement ensemble, parce qu'en réalité, dans le droit constitutionnel et le droit international plutôt, l'État c'est la symbiose, ou à tout le moins la manifestation de trois éléments importants: un territoire, une population et une autorité administrative. Et aujourd'hui, je pense que si vous lisez bien les propos de l'ambassadeur du ministre des Affaires étrangères d'Espagne, il n'est pas loin de penser qu'en réalité, l'Afrique demeure une contrée de sauvages, où on peut intervenir, on peut y aller quand on veut, parce qu'on est blanc, parce qu'on est européen. En fait, toute la gamme de l'idéologie raciste et colonialiste européocentriste et judéo-chrétienne n'a jamais disparu. C'est nous qui nous faisons beaucoup d'illusions. Et là aussi, il faut bien rappeler qu'on a dépassé le cadre des intérêts simples des nations-États aujourd'hui pour entrer dans le cadre des intérêts ou de la lutte entre les intérêts réels des peuples et des factions militaro-industrielles qui sont constituées de mafias extrêmement criminelles, dures, sanguinaires, que ce soit dans tout l'Occident d'ailleurs. Il faut jamais penser que Macron dirige la France, ni que Biden dirige les États-Unis. Ce sont des groupes mafieux qui dirigent l'Occident. Des groupes extrêmement violents, cupides, avides, sanguinaires, colonialistes et impérialistes. Toutes les élections qu'on fait en Occident, en réalité, c'est la poudre aux yeux. Leur histoire de démocratie, je regrette, elle n'existe pas. Parce que dans la projection, si vous voulez, morale, réelle et éthique, s'il faut parler de démocratie, elle devrait avoir deux composantes. La manière dont vous vous organisez pour vous gouverner et pour vous administrer, ça c'est très important. Et ensuite, l'idée même que vous vous faites de l'administration de vos rapports avec les autres. Je pense que cela, ces deux composants n'existent pas en Occident. Quand quelqu'un dit « on va intervenir au Mali », l'OTAN pourrait intervenir au Mali. Et lorsque vous représentez ce que c'est que l'OTAN, un groupe de mafieux militaro-industriels qui ne s'arrête sur aucune barricade, qui ne respecte aucune loi, qui ne correspond à rien du tout, sinon à des groupes d'intérêt extrêmement violents, cupides, au-dessus des peuples, par-dessus les peuples. Sinon, en réalité, pourquoi est-ce que les peuples d'Europe ne se sont pas soulevés? On s'est levé un matin, on a pris des décisions qui se retournent complètement contre eux. L'inflation monte, les prix de l'essence montent, il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'huile, ils ne se soulèvent pas parce que ces peuples sont embrigadés, contrôlés, formatés, supervisés par des mafias extrêmement puissantes qui ont pris l'État en tenaille. Et ce qu'on appelle élus en Occident aujourd'hui, ce sont des marionnettes de ces mafias-là. Profit disent quand même qu'au Mali se joue la sécurité de l'Europe. Comment vous analysez cela? Mais écoutez, comme enseignant de relations internationales, d'abord je dois vous dire, il profite pour dire quelque chose, parce qu'on n'est jamais assez... On n'est pas érudit, si vous voulez, on apprend tous les jours. Oui. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre la géopolitique
et l'intérêt de la géographie dans la définition, la conception et la projection des relations internationales. Ça me permet de vous dire qu'en réalité, là où nous nous trouvons d'ailleurs, vous voyez, chaque point, tout ce qui existe ici dans cette pièce est un élément important dans la programmation, l'organisation et la vision que nous avons tous de l'ensemble de la pièce. C'est pour dire quoi en réalité? C'est pour dire que chaque grain de sable sur la planète, que ce soit au ciel, sous l'eau, sur l'eau ou sur la terre, constitue un pôle fondamental dans la description, la définition et la projection de l'équilibre de l'ensemble. Donc, chaque État, aujourd'hui, est un pôle important par rapport à un autre et par rapport à l'équilibre d'ensemble de la planète. Très bien. Donc, l'Espagne, notre sécurité se joue en Espagne, comme celle de l'Espagne se joue chez nous. Ici, oui. La sécurité des États-Unis se joue chez nous, comme la nôtre se joue chez eux. Oui. Vous avez, on ne vous dit plus aujourd'hui l'histoire de la bouteille qu'on jette dans la mer en Australie, qu'on retrouve à Douala, à Dakar ou à Bangkok. Mais c'est quand même l'esprit. L'esprit, parce que le dire de cette manière et s'arrêter là supposerait que n'importe qui peut se lever et revendiquer n'importe quoi. N'importe quoi, oui. Malheureusement, non, quand même. Il y a une construction géopolitique du monde avec des frontières précises, et sur ces frontières, ou à l'intérieur de ces frontières, justement, sont greffés des éléments normatifs de souveraineté qui sont intransgressables, que chacun doit respecter. Donc c'est pour cela que, par exemple, il y a des autorisations de survol. L'Europe a dit, les États-Unis, plus d'avions russes, et on a dit, la Russie a dit, bon, d'accord, on accepte. Et pas que la Russie ne pouvait pas. Elle pouvait bien, en réalité, faire accompagner un avion de 6 bombardiers et puis aller où elle veut. Mais simplement, aujourd'hui, c'est cela. Le monde est devenu une juxtaposition de souveraineté discrétionnaire, administrée selon des normes qui sont consacrées dans le droit international. C'est-à-dire, un État ne peut pas se lever aujourd'hui et dire « je vais aller à tel endroit, nous pouvons intervenir à tel endroit », ça ne se fait pas, à moins, n'est-ce pas, de casser cette dynamique normative, à moins de retourner à une époque de la canonnière, ce qui supposerait en réalité déclarer la guerre à un État. Professeur Chanda, notons, puisque le prétexte de notre entretien c'est l'OTAN et l'Afrique, notons que cette OTAN est responsable de ce qui se passe en Libye et que ce qui se passe en Libye est tout ce qui se passe comme terrorisme au Bénin, au Tchad, et on pourrait même dire au Cameroun, au Nigeria, est la conséquence du chaos qui a été créé en Libye. Est-ce que cette institution, si on peut l'appeler ainsi, entre guillemets, mesure les actes qu'elle peut poser de part et d'autre? Mais non, je pense que nous en sommes encore à la morale. L'OTAN, c'est une organisation criminelle. C'est pas, ici, il se fiche de l'éthique et de la morale. C'est vous qui parlez de chaos en Libye. Et je regrette. C'est pas, l'Occident a réussi dans sa programmation pour ce qu'elle voulait faire en Libye, pour ce qu'elle voulait que la Libye devienne, justement. Il fallait casser la dynamique d'un leader, et Kadhafi, qui était formaté dans les idées de Cheikh Anta Diop, l'Afrique fédérale, de Kwame Nkrumah, les États-Unis d'Afrique, de Nyerere, de Sankara, y compris même de Mandela, n'est-ce pas, les suivants. Non, il fallait casser, et là, ils ont vraiment réussi. N'oubliez quand même que l'esquisse des États-Unis d'Afrique, c'est Kadhafi, dans la formalisation réelle, n'est-ce pas? Je ne parle pas des antécédents négro-américains et africains tels que le Cheikh Anta Diop, justement. Non, je dis, dans l'étape contemporaine, c'est quand même Kadhafi qui est le porteur. Oui. Et la Libye était devenue un centre de pensée importante
dans la projection d'une Afrique unie et même d'une monnaie africaine. On parle plus d'un fonds monétaire africain, je pense que c'est tombé à l'eau. À la place, on vous bricole des tas de conneries qui ne correspondent pas en réalité à ce que pensait quelqu'un comme Kadhafi. Non, l'Occident n'a pas semé le chaos en Libye. L'Occident a fait de la Libye ce qu'elle voulait que la Libye soit. Que ce ne soit plus un État gouvernable, que ce ne soit plus un centre de pensée, de réflexion et surtout de projection d'une Afrique unie, puissante, solidaire et réellement indépendante, autonome, appelée de plusieurs manières. Vous savez, c'est quelqu'un comme Kadhafi, et même lorsque vous avez fini de lire Cheikh Anta Diop, lorsque vous parcourez ça, prenez les œuvres de Kwame Nkrumah ou de Nyerere, ainsi de suite, vous parvenez à la conclusion qu'en réalité, l'unicité de l'Afrique aurait sapé toute l'existence de l'Europe. L'Europe est une gangrène dans le monde. L'Europe s'est bâtie et s'est enrichie sur la base du crime. L'esclavage, la traite des personnes, l'exploitation des ressources éhontées d'autres planètes, ainsi de suite. Pas pour dire que cette Europe n'a rien, non. L'Europe est intelligente. Pour que quelqu'un arrive à pénétrer vos terres, à projeter ses bateaux, à vous exploiter, à construire des usines et des industries, à utiliser vos travailleurs, les broyer et les jeter comme des citrons, à capter vos jeunes dans leur force de l'âge. L'Allemagne, c'est au moins 1 million de médecins, d'ingénieurs, de hauts cadres africains, scientifiques de très haut niveau. Je connais des jeunes qui sont dans le département de l'automatisme, chez Mercedes, Daimler-Benz, chez Microsoft, même jusqu'à la NASA. Et non, pas du tout, c'est pas le chaos. L'Occident, aujourd'hui, sait exactement très bien ce qu'elle fait. Je vous ai dit tantôt, en parlant de ce fameux arrangement qu'on a vu surgir de nulle part, l'Union africaine, qui fait des accords avec l'OTAN. Vous avez vu ça où? L'OTAN n'est pas une organisation internationale. C'est une structure de provocation, de réaction et de pénétration militaire. C'est une association mafieuse. C'est pas une organisation internationale au sens où on l'entend dans la promotion de la paix et la sécurité internationale, dans la promotion de la coexistence pacifique entre les peuples et les nations. Pas du tout. Alors d'où vient-il? Mais c'est très grave que l'OTAN passe des accords avec l'Union africaine. Et je pense que ça sort de nulle part, tout ça. Et vous savez, c'est plus tard que l'on jugera tout ce monde-là, parce que j'avais beaucoup d'estime pour Macky Sall, et je ne comprends rien maintenant. Vous savez, ensuite, tout ça se passe au Sénégal, où avec un président sénégalais à la tête de l'Union africaine. Moi, j'ai commencé l'université à Dakar, et j'avais été impressionné par quelque chose. Les lycéens, les collégiens arrivaient à paralyser le pays. Ça, j'ai trouvé que c'était faramineux. Oui. C'est quand même un pays où il existe un courant panafricaniste extrêmement fort. D'ailleurs, je dois dire aujourd'hui que je suis heureux que cette université où j'ai commencé les études de droit s'appelle Cheikh Anta Diop. Je rêve qu'un jour au Cameroun, on ait une université Mongo Betty ou Tundian Pouemi ou même Ruben Oumiobe au CND Afana, ainsi de suite. Donc, je suis un peu embêté. Je pense qu'il faut commencer par réfléchir sur cette incongruité. L'OTAN qui fait des accords avec l'Union africaine. Mais ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'une organisation militaire. Je dis bien militaire. On aurait pu entendre l'OTAN a fait des accords avec le pacte de Varsovie, qui n'existe plus d'ailleurs, et on ne comprendrait pas pourquoi l'OTAN existe. L'OTAN a été créé en 1949. Le pacte de Varsovie, plus tard, en 1953, en réponse à l'existence de l'OTAN. Donc, le pacte a disparu. Que fait l'OTAN? Sinon, s'aimer le trouble, s'aimer le bordel, s'aimer la guerre. Donc, c'est un peu comme si on dirait une famille normale, inscrite à l'état civil et tout,
qui va faire des accords avec une société de criminels, sans aucun rapport. Et je précise que là, l'Union africaine, c'est une organisation politique internationale rangée dans la pratique diplomatique comme une des intégrations régionales majeures, et à tel point que, comme le dit si bien la Charte des Nations Unies, en ses articles 51 et 53, le déclenchement réel du processus du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies relative à la paix, au maintien de la paix et de la sécurité internationale est subordonné en réalité à l'action préalable des organisations politiques régionales établies. Il y a l'OUA, qui est la plus grande, et il y a l'Union européenne, puis il y a l'OEA, qui, comme vous le savez, est en train d'être cassée, mise en morceaux, parce que les États-Unis voulaient en faire, évidemment, en ont fait. Et pendant longtemps, un bras de leur politique étrangère, mais le monde a changé. L'Argentine a dit non, le Brésil a dit non, le Mexique a dit non, le Venezuela a dit non. Et je pense les 2/3 des membres de l'organisation des États américains aujourd'hui ont dit ce n'est plus cela, l'organisation régionale à laquelle nous avons rêvé et pour laquelle nous avons investi tant. Ce n'est plus ça. Et j'attire votre attention sur autre chose, parce que cet individu de ministre des Affaires étrangères d'Espagne a beau raconter des bêtises, l'évolution du monde aujourd'hui va vers le retour à un certain progressisme, à une certaine reconfiguration des valeurs humaines, des valeurs de solidarité, qui échappent, mais complètement à la domination, même à la perception de ces pays occidentaux. En Amérique latine, je vous signale que la Colombie vient de passer à gauche. Colombie, Bolivie, ainsi de suite, vient de passer à gauche. Lula va être élu au Brésil et tout ça bascule avec, peut-être faut le signaler, une descendante africaine comme vice-présidente en Colombie. C'est quand même quelque chose d'assez important. Non, vraiment, remettons un peu les balles au centre pour dire que d'abord, les protestations, pas la protestation, les protestations doivent être massives. Je dis bien massives, partout en Europe. Les Africains doivent aller manifester devant l'ambassade d'Espagne. Et en Afrique, ça doit être massif. Et il faut, même que ce soit un jour précis, ça peut se faire dans 48 heures, ça peut s'organiser dans une semaine, mais il faut qu'il y ait un mot d'ordre. Et je sais qu'il y a beaucoup de panafricanistes convaincus qui ne resteront pas les bras croisés. Et j'en profite également, comme je l'ai dit tantôt, pour lancer un vibrant appel à nos penseurs intellectuels, académiciens les plus réputés, les plus reconnus. Et lorsque nous ne voudrions pas réfléchir ainsi, eh ben, c'est très simple, on dit souvent, lorsque quelques familles ont été parfois désunies, il a suffi d'une arrivée de quelques bandits déterminés pour que la famille prenne conscience du fait que la famille est attaquée en tant que famille. Okay. Eh bien, voilà comment les Africains doivent réagir aujourd'hui face à ce que je considère que, pas comme une faute, mais une provocation bien pensée. Voilà. Professeur, pour la fin, faisons un peu de prospective. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi est-ce que nous sommes... Dans la littérature des années 60, 70, 80, on nous voit en train de revendiquer. Notre littérature est revendicative. Elle est réactionnaire. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions poser en place des stratégies prospectives pour nous situer dans le rapport de force que nous impose le monde? D'abord, je crois que vous avez parfaitement raison, mais vous savez, il faut donner à chaque chose son temps. Même lorsque l'on se plaint, en réalité, je l'ai souvent dit, aller dans une bibliothèque, essayer de voir combien d'écrivains africains il y a, combien de penseurs réellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'ils existeraient,
est-ce qu'il y a une réelle appropriation dans leurs contextes locaux de leurs idées en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne l'organisation de leur espace, vie, en ce qui concerne leur programmation de gouvernance. Et là, je reviens au philosophe Sinjun Pokam, qui s'est souvent beaucoup interrogé sur les formes de l'État importées de l'Occident. Vous savez, les constitutions qu'on a aujourd'hui au Sénégal, au Cameroun et tout, sont des résidus de la constitution de 58, la 5e République. De même, j'ai vu au Rwanda, avec le sommet du Commonwealth, qu'on disait encore des États francophones qui entrent au Commonwealth et tout. D'accord, ce sont des organisations internationales, le groupe des nations et tout, mais je pense qu'il nous manque une vraie perception du monde en tant qu'espace de conflictualité des intérêts. Ça, c'est fondamental. Il faut beaucoup de petites choses hein, comme ça. On continue à penser, j'ai vu un peu au Cameroun, le premier qui construit un hôtel va chercher un vieux français ou un vieux espagnol pour venir gérer. Parce que ça fait bien et tout. Non, en réalité, nous ne manquons rien. Mais simplement, donnons-nous le temps. Je pense qu'il ne faut pas être pressé. Donnons-nous beaucoup de temps. Vous savez, moi, je vous le dis avec la conscience de ce que chaque jour, je découvre à la fois mes faiblesses et mon ignorance, même du monde. Hein, pour quelqu'un qu'on prend pour un professeur de relations internationales, je n'en suis même pas encore à 10% de la maîtrise, de la compréhension des affaires du monde. Et donnons-nous vraiment du temps parce que l'école à laquelle nous avons été, et je pense que vous avez écrit sur l'école Pourquoi faire, l'école à laquelle nous avons été, les grandes théories dont on nous a abreuvé aujourd'hui, constituent des éléments de nuisance dans l'expression de notre identité et par conséquent dans la formulation réelle des canons de nos intérêts nationaux. Nous demeurons nains dans la compétition internationale. Nous demeurons, il ne faut pas se tromper avec les idées de souveraineté, d'égalité entre les États-nations. Non, on n'en est pas là. Ça suppose un certain nombre de préalables importants dans la maîtrise identitaire. Nous ne sommes pas encore parvenus là. Vraiment, donnons-nous encore. Nous avons beaucoup de chemin. Vous savez, Assimi Gota arrive quand au Mali? Sankara arrive quand? Sankara a été éteint. On est maintenant, on parle de retour des reliques de Lumumba. C'est une petite dent. Hein? C'est une dent. On en a fait tout un tralala. J'ai entendu dire que le roi belge a beau reconnaître, ça ne veut pas dire qu'on aura des réparations, mais il faut laisser même ces histoires de réparations. Il faut se redéfinir, il faut se maîtriser, il faut comprendre qui on est, ce qu'on veut et où on va en réalité. Et je vous l'ai dit à propos de la Libye. Non, 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 l'Occident n'a pas commis une erreur en Libye. L'Occident a fait son travail dans le sens de ses intérêts en Libye. Je reprends Déby qui disait, Idriss Déby, qui était un excellent militaire, moi je l'ai admiré comme militaire, il avait un raisonnement militaire, cassant et droit. Il disait, ce qui s'est passé en Libye, c'est que l'Occident n'a pas assuré l'après-vente. Voyez? Mais il n'y avait pas d'après-vente. Voyez? Non, mais ce n'était pas une histoire d'après-vente, pas du tout. L'Occident a fait un travail en Libye qui correspondait à la sécurisation de ses intérêts et à la projection de ses ambitions dans le futur. L'Occident n'a pas besoin d'une Afrique forte. Pas du tout. Absolument pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. C'est de Paris que Emmanuel Macron annonce ce qui va se passer contre le Mali, les sanctions et tout. Comment est-ce qu'il va rencontrer le président Macky Sall, il va lui répéter, il faut que ce soit ferme, que ce soit dur. Ce sont des petites choses, hein, mais qui ont une grande signification. Eux, ils ne perdent ni la mémoire ni le temps. Vous comprenez? Oui. C'est lui, c'est la victime. C'est celui qui est dans une position de dominer, qui doit davantage aujourd'hui réfléchir sur la manière de sortir de là et prendre conscience qu'il est dans un
rapport de dominant et de dominé, que lui il est le dominé. Ça, c'est fondamental. Mais, je regrette de revenir un peu toujours là-dessus, dans les arts martiaux, on dit c'est celui qui défend qui a des chances de gagner. Très important. S'il est intelligent. S'il est intelligent. Celui qui attaque et qui est fort, a priori, peut s'endormir dans sa force. Et c'est ce qui s'est passé avec les États-Unis. Ils n'avaient jamais imaginé que quelque chose comme les attentats de 2001 pouvait arriver dans leur territoire, qu'on pouvait, comme ça, frapper au cœur des États-Unis, le Pentagone, la Maison-Blanche. Ça a été de justesse, parce que quelques personnes dans l'avion se sont battues pour que l'avion s'écrase ailleurs. Sinon, ces gens-là détruisaient la Maison-Blanche et le Capitole. Les deux tours jumelles, symbole du capitalisme planétaire, jamais dans l'imaginaire des Américains n'auraient imaginé. Donc, chaque fois, et c'est ce que nous sommes en train de voir en Ukraine, que les puissants dorment sur leurs deux oreillers, parce qu'ils ont pris l'habitude de la domination, c'est aux dominés de faire assez attention, de réfléchir en permanence. Ils n'ont pas fait assez attention. Pour eux, ils avaient détruit l'Union soviétique. Ce qui restait et qui a émergé comme la Russie, c'était rien du tout. Ça n'aurait jamais atteint la puissance de l'Union soviétique. On pouvait tout faire combiner, ça ne réagirait pas. Et ils se lèvent un matin et découvrent que Poutine a des armes qu'ils n'ont pas. Donc, ils ont pris 3 décennies à reconstruire une armée terrible et des armes terrifiantes, dont les spécialistes disent, d'ailleurs, conviennent aujourd'hui qu'il faudrait 20 à 30 ans à l'Occident pour arriver à ce stade-là. Voilà. Donc, c'est ça. Non, je ne désespère pas. Je pense que, une fois de plus, l'Occident dont on parle aujourd'hui, c'est au moins 500 ans, c'est au moins 5 siècles hein, de fabrication, de formation, de construction. C'est pas du jour à la veille. La machine à vapeur, c'était pas hier. Hein. Ça, c'est important, ça vient de loin. Le tunnel sous la Manche, c'était pas hier. Hein. Ça vient de loin. Je me souviens, j'étais étudiant en France, on en parlait encore comme si ça n'aurait jamais lieu. Mais les gens y travaillaient. C'est ce qui nous manque. Hein. Une projection de long terme, un travail de long terme, mais avant, une redéfinition de notre identité, une maîtrise de nos réalités locales et une compréhension de notre place dans les rapports au monde, les rapports aux choses, les rapports à la technologie et les rapports en réalité à la prospective générale mondiale. Merci infiniment, professeur Chanda. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons arrêter cet entretien en nous invitant chacun à savoir que la clé est dans le travail, dans la recherche, dans les savoirs, dans les livres que nous lisons, dans les formes de connaissances vers lesquelles nous pouvons courir pour nous libérer, chacun en soi et collectivement plus tard. À très bientôt sur Africa TV.